Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute du 9e épisode du Beau Rôle, le podcast où les textes prennent vie. Aujourd'hui, cette saison, frissonnons et ayons peur avec Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Mary Shelley, née en 1797 à Londres, est la fille de deux penseurs célèbres, Mary Wollstonecraft et William Godwin. Elle écrit Frankenstein à seulement 18 ans lors d'un séjour au bord du lac Léman avec Percy Shelley, son futur mari, et Lord Byron. Publié anonymement en 1818, ce roman deviendra l'une des œuvres fondatrices de la littérature fantastique et de science-fiction. Frankenstein se présente sous la forme d'un récit épistolaire et enchâssé, depuis le journal du capitaine Robert Walton jusqu'au témoignage de Victor Frankenstein, puis à la voix même de la créature. Cette construction donne au roman une profondeur singulière et une atmosphère presque labyrinthique. L'extrait que vous allez entendre est tiré des chapitres 4 et 5. Victor Frankenstein touche au but de ses recherches. Il assemble les morceaux de son œuvre et vient le moment terrible, celui où la créature ouvre les yeux pour la première fois. Les mois d'été s'écoulèrent alors que j'étais corps et âme tout à mon travail. La saison était superbe. Jamais les champs n'avaient produit autant de récoltes et les vignes luxuriantes autant de vin. Mais mes regrets restaient insensibles au charme de la nature. Et les mêmes sentiments qui me faisaient oublier les paysages alentours me détournaient aussi de mes amis, dont j'étais éloigné de plusieurs lieux et que je n'avais plus revus depuis longtemps. Je savais que mon silence les inquiétait, et je me souvenais très bien des paroles de mon père. « Je sais, tant que tu seras content de toi, nous aurons ton affection, et que tu nous donneras régulièrement de tes nouvelles. Mais pardonne-moi de te dire que je considérerai toute interruption de ta correspondance comme une preuve de négligence de tous tes autres devoirs. » J'étais donc parfaitement conscient des sentiments de mon père, mais je ne parvenais pas à détacher mes pensées de mon travail, qui, même s'il était répugnant, exerçait un irrésistible attrait sur mon imagination. À dire vrai, je ne voulais éprouver aucun sentiment d'affection jusqu'à ce que mon œuvre, qui devait bouleverser toutes les lois habituelles de la nature, fût accomplie. Je croyais alors que ce ne serait pas juste si mon père attribuait ma négligence au vice ou à quelque faute de ma part. Pourtant, je m'aperçois aujourd'hui qu'il avait raison de penser que je n'étais pas tout à fait à l'abri d'un blâme. Un être humain qui veut se perfectionner doit toujours rester lucide et serein, sans donner l'occasion à une passion ou à un désir momentané de troubler sa quiétude. Je ne pense pas que la poursuite du savoir constitue une exception à cette règle. Si l'étude à laquelle vous vous appliquez a tendance à mettre en péril vos sentiments et votre goût des plaisirs simples, c'est que cette étude est certainement méprisable, c'est-à-dire impropre à la nature humaine. Si cette règle avait toujours été observée, si les hommes renonçaient à toute tâche qui serait de nature à compromettre la tranquillité de leurs affections familiales, la Grèce n'aurait pas été asservie, César aurait épargné son pays, l'Amérique aurait été découverte par petites étapes, sans que fussent anéantis les empires du Mexique et du Pérou. Mais je m'oubliais à faire de la morale, au moment le plus intéressant de mon histoire, et vos regards m'invitent à poursuivre. Mon père ne m'adressait aucun reproche dans ses lettres. Mon silence l'incitait seulement à s'informer davantage sur mes préoccupations. L'hiver, le printemps, l'été passèrent, et je travaillais toujours. Mais je n'étais attentif ni aux fleurs, ni à l'épanouissement des bourgeons, chose qu'auparavant je regardais avec délice, tant mes recherches m'absorbaient. Les feuilles, cette année-là, s'étaient flétries avant que mon travail n'approchât de sa fin. Chaque jour, néanmoins, me confirmait dans la réussite de mon entreprise, bien que mon enthousiasme se transformât parfois en inquiétude. J'avais plutôt l'impression d'être un esclave, condamné à travailler dans une mine ou exécuter quelque tâche insalubre, non un artiste qui s'adonne à son occupation favorite. Chaque nuit, j'étais oppressé par la fièvre et je commençais à devenir de plus en plus nerveux. La chute d'une feuille me faisait sursauter. Je fuyais mes semblables comme si j'étais coupable d'un crime. Parfois, je m'alarmais en voyant quelle épave j'étais devenu. Seul mon acharnement me soutenait encore. Mes travaux allaient finir.
Je me disais que les exercices et les distractions auraient vite fait de chasser cette étrange maladie, et je me promis de me reposer, une fois ma création accomplie. Ce fut par une sinistre nuit de novembre que je parvins à mettre un terme à mes travaux. Avec une anxiété qui me rapprochait de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient donner la vie et introduire une étincelle d'existence dans cette matière inerte qui gisait à mes pieds. Il était 1h du matin et la pluie frappait lugubrement contre les vitres. Ma bougie allait s'éteindre lorsque tout à coup, au milieu de cette lumière vacillante, je vis s'ouvrir l'œil jaune stupide de la créature. Elle se mit à respirer et des mouvements convulsifs lui agitèrent les membres. Comment pourrais-je décrire mon émoi devant un tel prodige ? Comment pourrais-je dépeindre cet être horrible dont la création m'avait coûté tant de peine et tant de soins ? Ses membres étaient proportionnés et les traits que je lui avais choisis avaient quelque beauté. Quelque beauté, grand Dieu! Sa peau jaunâtre, tendue à l'extrême, dissimulait à peine ses muscles et ses artères. Sa longue chevelure était d'un noir brillant et ses dents d'une blancheur de nacre. Mais ses avantages ne formaient qu'un contraste plus monstrueux avec ses yeux stupides, dont la couleur semblait presque la même que celle, blême, des orbites. Il avait la peau ridée et les lèvres noires et minces. Les avatars multiples de l'existence ne sont pas aussi variables que les sentiments humains. J'avais pendant 2 ans travaillé sans répit pour donner la vie à un corps inanimé. Et pour cela, j'avais négligé mon repos et ma santé. Ce but, j'avais cherché à l'atteindre avec une ardeur immodérée. Mais maintenant que j'y étais parvenu, la beauté de mon rêve s'évanouissait et j'avais le cœur rempli d'épouvante et de dégoût. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, je sortis de mon laboratoire et longtemps je tournais en rond dans ma chambre à coucher sans trouver le sommeil. Enfin, la fatigue l'emporta. Je me jetai tout habillé sur mon lit pour chercher, quelque temps, l'oubli de ma situation. En vain. Je dormis sans doute, mais ce fut pour être assailli par les rêves les plus terribles. Je crus voir Elisabeth, débordante de santé, se promener dans les rues d'Ingolstadt. Charmé, surpris, je l'enlaçai, mais alors que je posais mes lèvres sur les siennes, elle devint livide comme la mort. Ses traits se décomposèrent, et j'eus l'impression que je tenais entre mes bras le cadavre de ma mère. Un linceul l'enveloppait, et à travers les plis, je vis grouiller les vers de la tombe. Je me réveillai avec horreur. Une sueur glacée me couvrait le front. Mes dents claquaient, j'étais saisi de convulsions. Puis, la lumière jaunâtre de la lune se glissa à travers les croisées de la fenêtre. Et j'aperçus le malheureux, le misérable monstre que j'avais créé. Il soulevait le rideau de mon lit, et ses yeux, si je puis les appeler ainsi, étaient fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvrirent, il fit entendre des sons inarticulés tout en grimaçant. Peut-être parlait-il, mais je ne l'entendis pas. Une de ses mains était tendue comme pour me retenir. Je pris la fuite et me précipitai vers les escaliers. Je cherchai refuge dans la cour de la maison où je passais le reste de la nuit, marchant fébrilement de long en large aux aguets, attentif au moindre bruit, à croire qu'il annonçait chaque fois l'approche du démon à qui j'avais si piteusement donné la vie. Oh, quel mortel pourrait supporter l'horreur d'une telle situation. Une momie à qui l'on rendrait l'âme ne pourrait pas être aussi hideuse que ce misérable. Je l'avais observé avant qu'il ne fût achevé. Il était laid à ce moment-là. Et quand ses muscles et ses articulations furent à même de se mouvoir, il devint si repoussant que Dante lui-même n'aurait pas pu l'imaginer. Je passais une nuit épouvantable. Quelquefois, mon pouls battait si vite et si fort que je sentais la palpitation de chacune de mes artères. Il m'arrivait aussi de chanceler, tant ma fatigue était grande, tant ma faiblesse était profonde. Et mêlée à cette horreur, l'amertume née de mon dépit me tiraillait. Les rêves dont je m'étais nourri et qui avaient soutenu mon exaltation devenaient à présent un enfer. Le changement avait été si brutal, la désillusion si complète. Le jour, enfin, commença à paraître, un jour sombre et pluvieux. Mes yeux découvrirent le clocher blanc de l'église d'Ingolstadt et l'horloge qui marquait 6 heures. Le portier ouvrait les portes de la cour qui, cette nuit, avait été mon asile. Je sortis, allai précipitamment par les rues, un peu comme si je voulais fuir le misérable,
craignant de le rencontrer à chaque carrefour. Je n'osais pas retourner dans mon appartement, je me sentais le besoin irrésistible de marcher, bien que trempé par la pluie qui tombait à verse d'un ciel sombre et bas. J'errais longtemps de la sorte, cherchant par la fatigue physique de me soulager du poids qui m'accablait l'esprit. Je parcourus les rues, sans savoir où j'étais ni ce que je faisais. Mon cœur battait au rythme de la peur, et j'allais en titubant, sans un seul regard en arrière. C'est tout pour aujourd'hui. Pour lire ou relire l'ensemble de l'œuvre et frissonner plus encore, je t'invite à te rendre chez ton libraire ou sur internet. Merci d'avoir écouté ce 9e épisode du Beau Rôle. Si ça t'a plu, pense à t'abonner au podcast sur ta plateforme et sur les réseaux sociaux, à liker et à partager autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Salut!